Faites tourner vos GitHub Actions chez vous, dans la sécurité de votre compte AWS. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui dans le podcast AWS en français, avec Runs On. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est tous les vendredis matins dans les bonnes applis de podcast. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos collègues, à votre famille, si vous avez de la famille ou des collègues. Laissez des petits pouces vers le haut, des étoiles. Partagez le podcast, c'est comme ça que la communauté grandit. Nous sommes à la 8e saison, épisode quelque part entre 350 et 400. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui concerne tous les développeurs que vous êtes, c'est de l'intégration continue, du déploiement continu avec Git et les fameuses GitHub Actions qui, par défaut, vous le savez, peuvent tourner sur GitHub, mais vous pouvez aussi les faire tourner sur vos machines à vous. Et ça tombe bien parce que vos machines à vous, sur AWS, c'est des instances C2 et on peut faire ça à grande échelle également. C'est pour ça qu'on va parler de Runzone aujourd'hui avec Cyril Rohr. Tu es le créateur, le fondateur de Runzone.com. C'est ton business, t'en as fait un business, mais tu vas nous expliquer ça. Peut-être pour commencer avec ma question bateau traditionnelle de ces épisodes, c'est quoi Runzone ? Ok, merci de me recevoir en tout cas. Donc Runzone, à la base, c'est une solution pour, comme tu l'as dit, aller héberger les runners qui font normalement tourner les GitHub Actions. Au lieu qu'elles tournent sur les machines GitHub, c'est les faire tourner dans ton compte AWS. Et l'intérêt, c'est de garder l'expérience GitHub Actions, mais d'avoir accès à toutes les machines que AWS propose, qui sont souvent beaucoup plus rapides que celles que GitHub fournit. Et puis moins cher également. Oui, il y a le choix des machines, mais il y a tout l'environnement de sécurité, de conformité AWS aussi, la sécurité de tes VPC et d'autres. C'est un point important pour tes clients aussi. C'est vrai. Est-ce que c'est vraiment ma question, je vais la rephraser parce qu'elle n'est pas claire. Est-ce que c'est vraiment une question de coût et de performance, ou est-ce qu'il y a un aspect sécurité, conformité également ? À la base, c'était quand même le coût et la performance en premier. En tout cas, moi, c'est là-dessus que j'avais construit le modèle initial. Et puis, en fait, il s'avère que le fait de pouvoir les lancer dans son propre VPC, effectivement, ça change pas mal de choses pour beaucoup de clients, comparé à d'autres solutions du marché. Et donc oui, c'est un triptyque. C'est le prix, la performance et garder le contrôle sur là où sont exécutés les jobs. Pourquoi tu avais commencé à développer Runzone et dans quel contexte ? Je crois qu'à la base, ton idée, c'est pas nécessairement de créer une boîte et un produit. C'était pour tes besoins à toi, mais pourquoi ? Et donc moi à la base j'ai été longtemps freelance dans pas mal de boîtes différentes, et à chaque fois on retrouve un peu les mêmes soucis au niveau de la CI, c'est-à-dire les jobs deviennent de plus en plus longs à exécuter, ça coûte de plus en plus cher, et donc l'idée initiale c'était finalement d'arriver à faire un outil qui permettent de s'affranchir un peu des contraintes de GitHub, parce que leurs machines sont pas très puissantes et le prix à la minute est quand même relativement cher, et donc de trouver un moyen d'exécuter la CI sur des serveurs beaucoup plus rapides et idéalement moins chers. Et donc c'est de là qu'est venu le projet à la base, où finalement j'ai fait un peu de travail pour arriver à plugger GitHub avec un autre fournisseur de machines virtuelles. Et c'est de là que c'est parti. J'ai une question très naïve. J'ai deux questions très naïves. La première, tu parles de prix à la minute. Moi, j'utilise beaucoup GitHub et je paye pas. C'est quoi le modèle de pricing de GitHub à super haut niveau ? C'est gratuit pour les projets publics open source, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc effectivement, si tu n'as que des projets publics, continue d'utiliser GitHub, à moins que tu aies vraiment des gros problèmes de performance, parce que effectivement c'est gratuit. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. La seule contrainte, c'est quand même tu as une limite en termes de concurrence. Donc c'est pour ça aussi que il y a pas mal d'utilisateurs qui, même s'ils ont des repos publics, viennent quand même chez une solution comme Runzone, parce que ça leur permet d'avoir une scalabilité en parallèle, que ce que fournit GitHub par défaut. Et puis ensuite, sur les projets privés, ça dépend un peu de ton plan que tu as avec GitHub. Chaque plan inclut un certain nombre de minutes gratuites, où là effectivement c'est inclus dans le prix que tu payes déjà à GitHub. Mais c'est assez vite atteint pour pas mal d'entreprises, et donc ensuite l'overage, c'est un prix à la minute pour le type de machine que tu utilises. Et j'avais dit que j'avais deux questions naïves, donc ma deuxième question naïve, mais j'ai des self-runners, moi, qui tournent sur AWS, sur Mac, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et j'ai downloadé l'agent GitHub, et j'ai mon self-runner qui tourne, donc
qu'est-ce que Runzone ajoute en plus des choses que je peux faire moi-même? Ouais, c'est une bonne question. En fait, donc effectivement, l'avantage de, enfin, ce que GitHub fait de très bien, c'est qu'il permet à n'importe qui finalement d'aller plugger des machines qu'il contrôle déjà dans l'interface GitHub pour pouvoir exécuter des jobs. Le seul souci, c'est que la plupart du temps, le mode par défaut, c'est un mode qui est persistant, c'est-à-dire qu'on va récupérer il te donne un token d'activation. Ouais. Ensuite, tu initialises ta machine, tu enregistres avec leur agent ta machine sur la plateforme. Mais voilà, ça va être une machine qui va potentiellement tourner longtemps, donc avec tous les problèmes de patching, de sécurité qui peuvent apparaître. Si elle tourne longtemps, elle n'est pas forcément en train d'exécuter des jobs tout le temps, donc potentiellement elle tourne pour rien. Et puis surtout en termes de scalabilité, ça veut dire que si tu passes de vouloir 5 jobs en parallèle à 10 jobs, ça veut dire qu'il faut aller C'est à initialiser 5 moi autres de instances. devoir créer des machines, d'installer le Voilà, GitHub Agent, c'est etc. ça. et de Donc scaler. c'est pas mal de. En fait, pour des petites équipes, c'est très très bien. Enfin, que ce soit chez AWS ou même chez d'autres fournisseurs. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ de toute façon, c'est de démarrer sur du self-hosted sur quelques VM ou quelques hosts bare metal. Mais ensuite, voilà, quand les projets grossissent, quand il y a de plus en plus de développeurs, maintenant avec les agents IA, etc., il y a de plus en plus quand même de pull requests qui sont ouvertes, de jobs qui doivent tourner potentiellement en parallèle. Et donc on arrive vite aux limites de ce modèle-là. Et donc, c'est quoi l'expérience de développeur de Runzone? Si je suis utilisateur, je télécharge, j'installe, je fais quoi? Alors en fait, Runzone, donc moi j'ai beaucoup bossé pour que ce soit facilement installable, parce qu'en fait il y a d'autres solutions qui existent sur le marché pour faire des runners self-hosted qui soient scalables. On peut parler de Arc, Action Runner Controller, qui est la solution officiellement recommandée par GitHub, qui tourne dans un cluster Kubernetes, etc. Et Je veux donc pas moi, aller là-dessus. mais le point de départ, c'est quand même ça. C'est-à-dire que j'avais fait le tour des outils existants, parce que bon, quitte à faire, je préférais ne rien redévelopper moi-même à l'époque. Et donc il y a plusieurs solutions qui existent, mais à chaque fois, c'est voilà, la mise en place est plutôt lente. L'exécution, par exemple, le boot time est assez lent entre le temps où un job est déclenché et le moment où il s'exécute sur la machine. Il y a pas mal de limitations parce que typiquement Arc c'est du Docker, donc dès qu'on veut faire du Docker in Docker, ça devient très compliqué par rapport à des VM. Et donc l'idée initiale de Runzone, c'était de faire vraiment un produit qui s'installe très facilement, et pour ça je suis parti sur un template CloudFormation que les gens, donc s'ils vont sur le site runzone.com, ils cliquent sur un lien, ça les amène dans l'interface CloudFormation de AWS. Ils remplissent 3 champs avec le nom de leur organisation GitHub, leur email et une clé de licence. Ils valident, ils attendent 10 minutes et la stack CloudFormation va tout mettre en place, que ce soit l'orchestrateur Runzone, les systèmes de cache dont on reparlera peut-être un peu plus tard, les intégrations, enfin les permissions, etc., etc. Et une fois que la stack est prête, il y a un lien qui est affiché, on va dessus, ça nous propose d'enregistrer une GitHub app qui va être donc vraiment spécifique à l'organisation. C'est pas une GitHub app partagée, c'est vraiment une GitHub app dédiée à cette organisation. L'utilisateur l'enregistre dans son organisation, spécifie les dépôts Git auxquels l'application a accès. Et à partir de ce moment-là, n'importe quel workflow dans ces repos Git peut accéder à des runners Runzone, juste en changeant l'attribut bien connu runs-on, qui est de là où vient le nom du produit, au lieu de mettre Ubuntu Latest. 2404 ou Ubuntu Latest, on va les mettre runzone / et c'est là que les possibilités de Runzone apparaissent, c'est-à-dire qu'on peut, via les labels, aller spécifier finement et dynamiquement le type d'instance, les capacités, Nombre de de CPU, la stockage, mémoire. le nombre de CPU, si on veut un GPU même, quelle architecture on veut, du ARM, du x64. C'est directement via les labels Runzone qu'on va pouvoir spécifier tout ça à la volée.
Donc je retiens deux choses. D'abord, c'est une infrastructure qui est déployée dans mon compte, donc elle est sous ma responsabilité et ma facturation directe. C'est pas un service hosté par toi, par runzone.com quelque part. Ça s'installe dans mon compte. Tu bypasses les GitHub Agents, tu as ton propre orchestrator. Et pour le développeur, dans mon code source, c'est une ligne à changer, c'est le runzone justement, dans le YAML de la GitHub Action. C'est un bon résumé? Oui, c'est ça, tout à fait. Et ton orchestrateur va s'occuper du scaling, de la création des instances. Alors, quelle est ta stratégie ou comment ça marche sous la scène si on lève le capot? En fait, c'est assez intéressant l'évolution parce que finalement, au départ, on se dit que c'est pas très compliqué parce que GitHub en fait fournit des webhooks à chaque fois qu'un job est prêt à être lancé. Donc il suffit finalement d'écouter ces webhooks et puis ensuite d'aller lancer une instance C2 à la demande, donc avec l'API run instance par exemple de C2. Et en fait ça a démarré comme ça, Runzone. C'était vraiment à la base bête et méchant entre guillemets et ça fonctionnait, on va dire, dans 90% des cas. Mais le problème d'une CI, c'est que les 10% qui restent, si on se trouve à avoir des jobs qui démarrent pas, des jobs qui s'arrêtent au milieu, on sait pas pourquoi, ou enfin ça devient vite en fait un produit qui n'est pas fonctionnel pour l'équipe. Et donc en fait l'évolution, ça a été finalement d'aller chercher d'aller régler tous les problèmes qu'il peut y avoir à la fois côté GitHub et côté AWS. Côté GitHub, ça va être beaucoup des limites d'API, enfin du rate limit sur les API, ou alors quand GitHub tombe, ce qui arrive quand même relativement souvent ces temps-ci. Côté AWS, ça va être le run instance, c'est bien, ça permet de lancer une instance, mais finalement c'est que sur une zone dédiée. Et donc qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de capacité sur cette zone, par exemple? Et donc c'est là qu'on monte en gamme entre guillemets chez AWS, qui fournit des API de plus haut niveau, qui permettent de lancer des flottes en fait de machines sur plusieurs zones. Donc en fait on définit les besoins qu'on a en termes d'instances, donc le nombre de CPU, la RAM, etc. Et puis on envoie la requête AWS qui va automatiquement aller en fonction de nos besoins récupérer une instance sur une zone qui correspond à nos besoins et qui a aussi, parce qu'on l'a pas mentionné, mais Runzone supporte aussi une des grosses features, c'est de supporter le spot pricing. J'allais venir, ouais. C'est aussi avec Create Fleet, on est capable du coup sur plusieurs zones d'aller demander à AWS l'instance qui correspond à nos besoins et qui est aussi potentiellement la moins chère parmi toutes celles qui existent à un instant T. Et donc ça c'est très intéressant, non seulement en termes de comment dire, reliability en français, je ne sais plus. La fiabilité. De fiabilité, merci. Fiabilité de vraiment arriver à trouver une instance et puis en termes d'avoir le meilleur pricing finalement. Donc c'est ça le gros job de l'orchestrateur, c'est trouver la bonne instance qui réponde aux besoins exprimés des utilisateurs dans la ligne Runzone en termes de capacité, mais en termes de disponibilité aussi sur plusieurs easy easy availability zone dans une région. Peut-être via du spot, si je suppose c'est un opt-in pour les utilisateurs, si on choisit d'utiliser spot. Et tu as fait le choix assez fort de dire un build c'est une instance. Donc tu démarres l'instance, tu runs le build et tu tues l'instance. Qu'est-ce que ça représente en termes de latence, de temps de démarrage, etc. Ouais. En fait, donc c'est ce qu'on appelle les self-hosted runners éphémères. Enfin, c'est le terme employé par GitHub, au contraire des persistants dont on a parlé au tout début. Et en fait, pourquoi ça au début, c'est principalement une raison de sécurité, c'est-à-dire que même GitHub recommande fortement de faire ça. C'est voilà, une fois qu'on a fait tourner un job, on détruit tout, donc l'environnement, le contexte, tous les secrets qui ont pu être utilisés par ce runner disparaissent complètement. Il n'y a pas de risque que ça leak sur un autre job. Donc ça, c'est pourquoi je suis parti sur cette optique au début. Mais effectivement, le gros problème, le problème qu'on rencontre après, c'est que voilà, ça veut dire qu'on démarre une nouvelle VM à chaque job. Donc tous les caches locaux ils n'existent plus. On a le call start de démarrer la VM chez AWS. Et donc c'est là qu'effectivement j'ai fait un gros travail au début de Runzone qui continue toujours, qui est de vérifier que je fournis en fait des images optimisées pour démarrer autour de 20 secondes pour des runners Linux.
Là où même une Ubuntu de base normale, met un peu plus que ça d'habitude. Alors que là, c'est une Ubuntu, mais Parce que avec tu as fait un trim down, tu as enlevé tous les packages qui sont pas nécessaires, tout ce qui est pas nécessaire pour faire le run, ouais, c'est le ça. build. Donc j'ai effectivement pas mal regardé du côté de tout ce qui est Cloud Init, puisque c'est C'est le le bootstrap, process le process qui bootstrap une instance Ouais. EC2. Et en fait, on peut supprimer pas mal de choses. Il y a aussi par défaut dans Ubuntu pas mal de démons qui sont pas nécessaires, en tout cas dans un environnement de CI. Et puis ensuite, il faut jouer avec les paramètres de throughput sur EBS. Enfin, il y a pas mal de customisation possible. Et donc, par défaut, Runzone ship avec les meilleurs paramètres, entre guillemets, enfin, le meilleur rapport coût-performance pour que les machines démarrent rapidement. Mais ça peut être aussi tuné par les équipes si jamais ils se rendent compte qu'ils préfèrent dépenser un peu plus pour avoir des temps de boot un peu plus rapides. C'était une question aussi, est-ce que je peux amener ma propre MEI ou est-ce qu'il y a des scripts de customisation si j'ai des packages à installer avant le build? Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement un des points intéressants parce qu'il y a pas mal de clients qui veulent garder la main sur leurs images ou qui veulent simplement préinstaller des paquets ou autres. Et ça, c'est possible, oui. Donc en fait, on peut, il y a un tutoriel, c'est assez simple avec Packer par exemple, d'aller prendre l'image de base Runzone et puis d'aller y ajouter les paquets dont on a besoin, ou même simplement de refaire une image from scratch pour vraiment contrôler toute la chaîne d'approvisionnement. Et donc ça, oui, c'est possible. Et donc il y a une pièce clé dont on a déjà parlé, c'est l'orchestrateur. Pour moi, c'est un peu, enfin, je le compare à un control plane, mais qui tourne, je le répète, dans le compte de l'utilisateur. Donc t'as pas d'autoscaling pour les runners. C'est l'orchestrateur qui va démarrer autant d'instances qu'il a besoin et puis les terminer. Est-ce que j'ai bien compris ça? Et comment l'orchestrateur lui-même scale, ou en tout cas est hautement disponible? Est-ce qu'il y en a deux? Enfin, comment ça se passe de ce côté-là? Là, en fait, on touche un peu à quels services finalement sont utilisés pour déployer la stack Runzone. Parce qu'effectivement, en fait, le service d'orchestration, donc qui, comme tu le dis, voilà, pour chaque job, il va démarrer autant de machines que nécessaire et puis les terminer quand c'est terminé. Mais cet orchestrateur lui-même tourne en fait sur un service qui s'appelle AppRunner chez AWS, qui est un service que je ne connaissais pas avant. Une des 17 manières de déployer un container sur AWS. Mais une manière intéressante parce qu'en fait c'est vraiment pas cher. Et puis ça assure ça fait la scalabilité automatiquement. C'est-à-dire que ça, par défaut, Appreneur, il va fournir un endpoint HTTPS, donc ça c'est bien pour recevoir les webhooks. Et puis en fonction du trafic reçu, on peut définir des règles de scalabilité pour par défaut, Runzone, ça tourne très très bien. 99% des clients tournent avec une seule instance de Runzone. Mais voilà, si cette instance tombe, elle est automatiquement redémarrée par Appreneur. Donc en fait, la scalabilité, elle est déjà intégrée via l'utilisation du service Appreneur, ce qui enlève une épine du pied parce qu'effectivement, on n'a pas envie que l'orchestrateur tombe lui aussi. Donc ça, c'est vrai que ça a été un bon choix dès le début parce qu'il n'y a jamais eu de souci à ce niveau-là, même avec un fort trafic de webhook. Ça passe à l'échelle sans aucun souci. T'as envisagé du serverless? Est-ce que ça pourrait du lambda? Ça pourrait. Typiquement, il y a le projet alors qui s'appelle plus Philips Terraform. Enfin, je sais plus comment il s'appelle maintenant, mais bon, un module Terraform qui originellement a été créé par Philips, qui est open source. Philips, la boîte, ouais, c'est ça. Hollandaise qui fait des TV et des ampoules connectées. Oui, je pense qu'ils font plus de choses, mais voilà, oui. Et donc c'est un module qui fonctionne bien aussi, mais qui lui, par contre, effectivement, a choisi de passer par des lambdas. Et moi, à l'origine, je voulais pas faire ça parce qu'en fait, il y a quand même si les lambdas, bon, ça démarre vite. Ça s'est amélioré, on va dire, les temps de call start, etc. Il y a quand même un délai qui est plus important que juste avoir un service qui tourne tout le temps et qui reçoit immédiatement le webhook et qui peut agir dessus immédiatement.
Et puis en termes de tout ce qui est logging aussi, pour vérifier ce qui se passe, dès qu'on a plein de lambdas, ça commence à être un peu plus compliqué d'aller suivre le flow vraiment Ouais. à travers C'est plusieurs souvent lambdas. le feedback qu'on entend des gens qui déploient beaucoup de lambda, c'est comment j'observe tout, Ouais. tout ça. Et même en termes de pricing, en fait, il y a quand même des clients qui ont un volume très 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 élevé. Et j'avais fait une comparaison. Là, on est à quelques dollars par mois pour faire tourner Runzone en dehors des machines EC2 évidemment qui sont utilisées par les jobs. Mais juste le control plane, c'est environ 2 à 3 dollars par mois. Si on avait à faire des lambda, alors effectivement avec très faible trafic, ce serait probablement moins cher avec du lambda. Ouais. Mais Ouais, dès qu'on arrive sur un trafic, on va dire de vraies entreprises, etc., ça deviendrait plus cher. Et puis oui, c'est surtout pour le troubleshooting que ce serait un peu plus compliqué, je pense. Tu as mentionné un autre terme qui est un vrai point noir dans les CI, c'est le temps pour faire un pool de toutes les dépendances. J'ai des projets qui poolent 1,5 giga de dépendances, parfois avec npm install ou Maven, pour ceux qui utilisent Java. On a l'impression qu'on télécharge la moitié d'Internet pour un petit projet. Donc le cache est super important. Comment tu adresses la question du cache? C'est une question centrale parce que la performance pure des machines c'est bien, mais c'est vrai que de nos jours dans les jobs CI, on a énormément de temps qui est passé à faire du restore de cache et puis du save à la fin. Et donc ça en fait, Runzone intègre par défaut un cache local qui peut remplacer de manière transparente le cache officiel de GitHub. Et de la manière dont ça fonctionne, c'est que à l'installation de Runzone, il va aussi créer un bucket S3 qui est dans la même région que l'installation. Et ce bucket est automatiquement mis à disposition de tous les runners pour pouvoir y aller y déposer des artefacts ou du cache. Et donc en fait, ce qui reste à faire, c'était simplement créer finalement un sidecar, une sorte de proxy qui va être lancé sur chaque runner. Et du coup, ce proxy va intercepter finalement les requêtes qui devraient être normalement faites pour aller stocker du cache chez GitHub. Donc avec par exemple actions cache, qui est l'action par défaut de caching. Au lieu que ça aille sur les serveurs Azure et que ça sorte du VPC et que ça fasse des coups d'igresse, etc. Tout ça va être de façon transparente stocké dans le bucket S3 local. Et Attends. Quand tu dis un proxy, l'action de cache par défaut, elle fait quoi? Elle fait un appel d'API et tu interceptes cet appel d'API? Ouais, c'est ça. C'est vraiment un proxy HTTP au sens où... Non, c'est J'ai pas compris. tout à fait. Enfin oui, ça utilise pas les variables d'environnement proxy, etc. Même si ça pourrait sans doute être le cas. Mais là, en fait, ce que ça fait, c'est qu'au démarrage, si on active l'option de vouloir utiliser le cache du VPC, ça va en fait reconfigurer l'agent GitHub officiel pour que, au lieu que l'URL de l'API, parce qu'en fait c'est l'agent GitHub qui normalement passe une URL sur laquelle pointer le cache à l'exécuteur du job. Et donc simplement, on remplace cette URL là par une URL qui pointe en local finalement sur le runner. Du coup, cette URL pointe sur un petit agent que j'ai écrit moi, un petit démon, qui intercepte le cache et va l'envoyer sur S3 plutôt que de passer par l'API GitHub. Et donc là, de façon transparente pour le développeur, sans qu'ils doivent rien changer dans son YAML, tu remplaces le cache GitHub standard par un cache sur S3. Ça veut dire qu'en fin de build, il y a un push qui est fait et en début de build, il y a un retrieve avec le même système de key et d'ID du oui, tu changes vraiment rien dans la définition des steps. Ouais. Et le gros avantage de faire ça, c'est aussi que toutes les autres actions type, je sais pas, setup Ruby, setup, qui intègrent aussi, parce qu'en fait c'est un toolkit, le système de caching de GitHub. Donc il y a une librairie Node qui est le toolkit cache. Et en fait, toutes les actions de l'écosystème qui sont fournies par GitHub ou par d'autres se basent aussi sur ce toolkit. Donc du moment où on intercepte les appels d'API qui sont effectués par ce toolkit, en fait toutes les actions de l'écosystème qui utilisent le système de cache GitHub normalement sont en fait interceptées et du coup en fait de façon transparente on devient compatible, enfin on remplace tout le système de cache de n'importe quelle action
que vous voulez utiliser pour faire le setup de votre langage dans la CI, de façon transparente, tous les caches vont être transférés sur S3. Et donc ça, en termes déjà de rapidité, c'est excellent parce que le trafic intra-VPC, pardon. Ouais, dans une région, c'est super. Dans une région, c'est passe très par le rapide. backbone AWS, ouais. Exactement, ça sort pas de l'internet il y a le endpoint S3 qui est activé par défaut dans le VPC. Et puis surtout, il n'y a pas de sortie igress de trafic vers les serveurs GitHub. Donc voilà. C'est quoi ton stack technique pour le développement de l'orchestrateur et de la solution? Tu as dit CloudFormation pour la création d'infrastructures côté client, mais pour l'orchestrateur lui-même? Alors l'orchestrateur, historiquement, j'avais démarré avec du Node. Et puis en fait, avec les premiers gros clients, je m'étais rendu compte que ça passait pas vraiment à l'échelle aussi bien que ce que je pensais. Et puis même en termes de déploiement, c'était pas excellent. Donc j'ai tout réécrit en Go il y a à peu près 1 an et demi. Et depuis, rien à signaler. Plus de soucis. Utilisation mémoire beaucoup moindre. Et puis en termes de scalabilité, bien meilleur. Quels sont les défis que tu as eu pendant le développement, les choses que tu n'avais pas prévues, les murs que tu t'es pris éventuellement, et puis les leçons que tu as apprises, à part que Node ne scalait pas suffisamment pour tes besoins dans ce contexte précis? Ouais. En fait, les principaux soucis, c'est pas tellement. En fait, l'orchestrateur, c'est la partie l'orchestrateur au sens aller lancer des VM, etc. C'est la partie facile parce qu'AWS fournit toutes les briques de haut niveau. Et ça marche plutôt bien. Non, les vrais problèmes, c'est vraiment traiter tous les sides, les à côté que sont les rate limits côté GitHub. Ça, c'est très très pénible sur les gros comptes. Et puis les quotas aussi côté AWS, parce que c'est parfois il y a les quotas à la fois sur les instances, le nombre d'instances disponibles, le nombre d'instances qu'un client peut demander à lancer en parallèle. Ça s'augmente assez facilement. Mais tu as aussi les quotas sur le nombre de requêtes d'API, du coup le rate limit d'API côté AWS, parce que j'ai des clients qui font énormément de requêtes pour aller créer des instances à l'instant T. Et même si le rate limit est plutôt conséquent chez AWS, des fois il faut quand même aller demander à l'augmenter, et ça requiert de passer par du support technique. Il y a quelques jours de battement là-dedans. Donc c'est plus en fait les modes d'erreur, tous les modes d'erreur possibles, et il y en a un paquet en fait dans la CI à gérer qui ont été compliqués, plus que on va dire le happy pass d'aller. Je crée une instance, je run mon build. C'est ça. C'est vraiment la première partie qui prend beaucoup de temps de troubleshooting, et puis de trouver des moyens de contourner tout ça et de rendre le produit le plus reliable, j'ai encore oublié efficace, la traduction, efficace, stable, plus fiable. Possible, plus fiable, merci. Tu as des chiffres à partager, sans citer les clients évidemment, mais le genre de nombre de builds par jour, par mois, chez des gros clients, ça peut représenter quoi? Alors chez des gros clients, moi j'étais assez surpris. Moi, après les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé historiquement, c'était plutôt des petites à moyennes entreprises. Et donc je m'attendais pas effectivement à avoir des boîtes qui ont, par exemple, là je crois que le pic récent c'est 80 000 jobs par jour pour une seule boîte qui est pas non plus une boîte du top 500 quoi. Donc ça reste des boîtes d'ingénierie. Mais c'est pas des énormes boîtes du CAC 40. Donc voilà, c'est à peu près le nombre de jobs. Donc il y a à peu près une dizaine d'utilisateurs qui sont dans ces niveaux de build là. Et puis ensuite, il y a toute la longue queue d'utilisateurs qui sont plus de petits. Il y a un peu toutes les tailles chez Ranzone. C'est ça qui est intéressant aussi. Et puis le dernier milestone, c'est effectivement d'avoir exécuté à peu près 1,4 million de jobs sur une seule journée. Sur une seule journée? Ouais. Ah oui, tout client confondu. Oui, tout client confondu, oui. Ah oui, donc tu as un peu de télémétrie aussi, il y a ton orchestrateur qui te ping pour te dire. Voilà. Donc c'est et ça en fait c'est au début j'hésitais à la mettre parce que effectivement personne n'aime avoir de la télémétrie. Ouais. Mais en fait, en tant que, si
ça c'est plus en termes de garder le momentum sur un projet. C'est quand même hyper important d'avoir une sorte de feedback, savoir si c'est utilisé en fait. Parce que mon produit, il est hébergé chez les gens. Sans ça, j'ai aucun moyen de savoir si c'est vraiment utilisé au final. Enfin, je peux avoir quelques stats par-ci par-là via GitHub, etc. Mais la télémétrie, en fait, c'était au départ surtout un moyen de vérifier qu'en fait ça répondait à un besoin chez les gens. Et puis au fil du temps, en fait, effectivement, donc la télémétrie est assez basique. Hein, c'est juste à chaque fois qu'un job démarre, je sais qu'il a démarré, le type d'instance, la région, et puis quelques autres attributs sur lesquels faire des stats. Mais effectivement, c'est hyper motivant de pouvoir récupérer cette info pour vérifier l'évolution de l'usage du produit. Ça veut dire que tu as un serveur chez toi qui reçoit une base de données, J'ai etc. Il y a un effectivement, peu d'infra, ouais, et puis des dashboards, etc. Ouais, exactement. Oui, j'ai un petit dashboard qui permet de voir un peu la distribution de jobs par organisation, etc. C'est intéressant à voir. Alors, dès le départ, tu as choisi AWS. C'était très lié sur le stack technique avec AWS, puisque tu utilises l'API, CloudFormation, on l'a dit, Appreneur pour l'orchestrator. Est-ce que tu as eu des demandes de clients pour aller vers d'autres CSP, vers d'autres cloud providers? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages, qui est techniquement faisable? Enfin, oui, techniquement faisable. C'est une question de temps, je suppose tout est techniquement faisable. Ouais. Alors, AWS, je l'avais choisi au départ parce qu'en fait, il fournissait un certain nombre de services de services managés qui m'intéressaient bien pour que la solution soit finalement quasiment no ops, quoi. Enfin, que l'utilisateur n'ait rien à faire. Et c'est assez difficile de retrouver le panel de services chez d'autres fournisseurs. Donc la partie compute, ça, tous les fournisseurs savent le faire. Peut-être pas à la même échelle. C'est aussi la difficulté que j'imagine rencontrer si jamais je devais supporter d'autres fournisseurs. Mais après, ouais, sur tous les services, tout le monde n'a pas du object storage, tout le monde n'a pas de quoi faire tourner un conteneur de manière fiable pour l'orchestrateur. Tout ce qui est au niveau des performances réseau, de la flexibilité dans le choix des instances, d'avoir des GPU, d'avoir du Windows, de l'ARM. Donc ce serait possible, mais j'ai pas tellement reçu de demandes fortes, à part un peu pour GCP. Mais bon, j'ai l'impression que ça, pour l'instant, ça répond quand même bien aux besoins. Et après, côté en fait, s'intégrer avec d'autres choses que GitHub, ça, c'est peut-être plus la question qui va arriver parce que voilà, on m'a demandé un peu pour du GitLab, on m'a demandé un peu pour d'autres types de forges open source. Mais la question, c'est peut-être plus, est-ce que GitHub réellement va rester l'acteur dominant de la CI à l'âge des agents, etc. Et donc c'est peut-être plus ça qui va me faire bouger si jamais effectivement le GitHub perd un peu de son monopole au final. Donc techniquement ce serait faisable. À l'heure d'aujourd'hui, juste avec des gros guillemets et mon approche super naïve, c'est juste le trigger de ton orchestrateur. Ah non, c'est le format du YAML, etc. Il y a quand même toutes les images de base qui sont spécifiques à un fournisseur. Il y a aussi l'agent lui-même qui permet de faire des choses ou pas. Parce que typiquement, j'avais testé aussi de faire une intégration avec CircleCI. Et en fait, leur système de runner éphémère n'est pas du tout au même niveau que celui de GitHub. Donc, il y a quand même, on peut faire plus ou moins de choses suivant les solutions technologiques qui sont fournies par le fournisseur par l'hébergeur du dépôt. Donc c'est pas aussi simple que effectivement juste plugger, écouter des webhooks provenant d'une interface différente. Quand tu dis l'agent lui-même, tu n'utilises pas l'agent de GitHub sur tes EMI, si? Ou alors si, rien compris. Si, parce que non, mais c'est pas que t'as rien compris, c'est que c'est un peu, c'est pas forcément évident. Je croyais que ton orchestrateur remplaçait cet agent. Exécuter les scripts dans l'YAML. Il y a une part. Non, je vais pas jusque là quand même, parce qu'en fait, supporter toute la conformité, complexité des workflows existants, c'est voilà, à faire tout seul, c'est pas évident. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai la partie orchestrateur, j'ai un agent à moi qui est la première chose à s'exécuter sur la machine, qui va faire tout le setup
de ce qu'il faut, du cache transparent, de l'intégration avec le bucket, etc. et plein d'autres choses. Et puis, mais à la fin, ce qu'il lance, c'est le runner GitHub officiel pour que du coup, il n'y ait pas de problème de compatibilité à exécuter les workflows qui sont définis par Oui, comme ça, c'est lui qui l'utilisateur. fait le parsing du Ça, parce YAML et que qui en fait, exécute toute la logique ouais. qui peut être assez complexe en appelant Ouais. d'autres scripts, etc. Mais j'aimerais bien à terme pouvoir remplacer ça parce que c'est quand même une grosse brique, c'est un gros binaire qui démarre lentement, et Oui, qui est sur assez lequel complexe. t'as pas le contrôle non plus. Mais j'ai pas le contrôle, c'est Mhm. que des API fermées, enfin qui sont pas Mhm. officiellement publiques, pour comment aller récupérer le job, faire le polling, envoyer les logs, etc. Mais c'est sûr que ce serait ce serait intéressant à faire. Mais bon, c'est un peu, c'est pas pour tout de suite. Bah, puisqu'on parle de choses à faire justement, c'est quoi ta vision du futur à court terme, à long terme, sans dévoiler de secrets non plus? Les tendances que tu vois peut-être chez tes clients, les demandes récurrentes des clients. En Mmh. gros, c'est quoi l'évolution du CI sur les 5 prochaines années, si on peut Je pense essayer ça? ouais. Et puis l'évolution pour toi, les évolutions sur lesquelles tu comptes activement travailler. Mmh. Ouais, d'ici à 5 ans, franchement, Tu te risques pas. Ok, je me d'accord. projette pas. Après, ce qui est clair, c'est qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est une augmentation, à peu près chez tous les clients, du volume de job. Et ça, pour moi, c'est clairement lié aux agents qui font de plus en plus qui génèrent de plus en plus de code et de pull requests, etc. Et donc, par effet de bord, qui déclenche beaucoup plus de jobs de CI. Donc ça, clairement, c'est moi l'interrogation que je vois là-dessus, c'est effectivement est-ce que GitHub est encore la bonne plateforme à l'âge des agents entre guillemets, même si je pense qu'ils ont pas mal de billes pour y répondre. Mhm. Et ensuite, à plus court terme, c'est quand même tout ce qui est l'observabilité, s'assurer que les runners sont bien proportionnés, qu'on perd pas d'argent en utilisant des machines trop grosses par rapport à ce dont on a besoin, ou sous-provisionnées. Et pour ça, c'est voilà, moi je me base beaucoup sur OpenTelemetry, et donc il y a pas mal de choses qui vont arriver à ce sujet dans RunZone. Euh, Donc là, c'est des dashboards pour les clients, pour regarder leur usage c'est de ça, ouais. compute. Parce que jusqu'à maintenant, je me basais sur un dashboard CloudWatch, mais qui est quand même, enfin les fonctionnalités, en tout cas dont j'ai besoin Mhm. dans CloudWatch sont assez limitées. Et en fait, avec le standard OpenTelemetry, ça permet au fait finalement aux utilisateurs qui ont la plupart du temps déjà des back-ends OpenTelemetry, que ce soit Datadog ou Grafana ou autre, d'aller simplement plugger ça dans RunZone et puis de recevoir toutes les traces, les logs, les métriques directement chez eux et ensuite de pouvoir faire les dashboards dont ils ont besoin. Donc ça, c'est le gros travail qui m'a occupé début d'année là, qui va être réalisé très bientôt. Et à part ça, c'est vrai que moi je suis un peu les demandes clients. Enfin, j'avais une vision au départ qui était que ce soit moins cher, beaucoup plus rapide, régler les problèmes de cache. Donc ça a vraiment été les trois axes majeurs. Et maintenant, je me laisse un peu porter par les demandes. J'ai pas non plus envie de rajouter des features pour rajouter des features, quoi. Donc Mhm. à court terme, voilà, c'est l'observabilité, continuer que ce soit toujours très efficace et fiable. Et puis après, je verrai en fonction des demandes clients. C'est une bonne approche, c'est l'approche d'AWS, c'est-à-dire ma roadmap dépend des feedbacks clients et des Oui, c'est vrai. priorités des clients, c'est eux qui définissent ce qui est utile pour eux. Un aspect dont on n'a pas parlé, dont je voudrais brièvement aborder quand même le sujet avant de clôturer cet épisode, c'est ton business model. Il y a une partie qui est open source, une partie qui ne l'est pas, il y a une partie gratuite, une partie qui ne l'est pas. Donc c'est quoi le business model? Oui, bah, c'était une bonne question quand j'ai démarré, donc c'était tout début 2024. En fait, à la base, je me disais bon, comme je disais au début, c'est bête et méchant comme projet. Il suffit d'écouter un webhook et puis de lancer une Mhm. VM. Mais le Donc je diable me est dans les disais, détails. ouais, donc je me disais bon, personne va vouloir payer pour ça. Je vais lancer un open source complet et puis voilà, juste voir si ça intéresse des gens. Et puis quand même rapidement, je me suis rendu compte que en fait il y avait un peu de complexité dans l'affaire. Et puis surtout, il y a énormément d'autres fournisseurs qui se sont lancés là-dessus parce que le marché est énorme. Il y a moyen de faire beaucoup mieux que ce que GitHub propose.
Et donc je me suis dit bon, je fais quand même des choses plutôt sympathiques. Ça m'embêterait que les autres me piquent tout ça gratuitement. Et puis j'avais envie de retester, voir si je pouvais avoir un vrai business sur ce type d'outils à destination des développeurs. Et donc effectivement, j'ai passé sous une licence commerciale. Et donc en fait, il y a trois grands dépôts dans Runzone. Il y a la partie infrastructure qui elle est complètement publique et open source. Donc les template CloudFormation, le module Terraform qui vient d'arriver aussi en début d'année pour ceux qui préfèrent Terraform. Et puis côté infrastructure, on a aussi toutes les images de base qui sont du coup compatibles avec les images officielles GitHub, mais pour AWS. Et donc ça, c'est un dépôt qui est public, et même des gens qui utilisent pas Runzone, mais qui ont besoin d'images de base, peuvent tout à fait aller réutiliser mes images, ou même les modifier, etc., pour leurs besoins. Et ensuite, il y a la partie qui est du coup privée, et qui contient toute la partie orchestrateur et l'agent custom que j'installe sur les machines. Et elle est privée pour la majorité des gens, mais j'ai une option de licence qui est ce que j'appelle la sponsorship pour ceux qui voudraient participer au développement et aider, etc., à ce que ce soit un outil viable à long terme. Et si pour les gens qui achètent la licence sponsorship, ils ont accès en intégralité à tout le source code. À tout le code source. Et donc il y a trois modes. Il y a un mode gratuit. Si j'ai envie d'essayer, tu vas m'expliquer les limitations, enfin les limites que tu as mis sur le mode gratuit. Il y a le mode normal entreprise et puis le mode sponsor où on a accès à tout, y compris le code source. Tu viens de le dire. Mais les deux premiers modes, c'est quoi la différence entre les deux? Alors en fait, il y a 4 modes. Il y a le mode individuel ou non-profit qui est entièrement gratuit, tu as accès à tout. Donc ça, c'est pour les entreprises les organisations non commerciales, les associations ou les hobbyistes, les projets open source. C'est ça, ou à titre individuel si tu n'as pas de but commercial. Donc ça, c'est exactement la même licence. Enfin, toutes les licences donnent accès exactement aux mêmes fonctionnalités. Donc il y a une première qui est pour les non-profit. Ensuite, il y a une licence de démo qui te donne accès à tout, mais que pour 15 jours. Donc ça permet de tester assez facilement, voir si ça fonctionne, tout simplement, si ça répond à un besoin chez toi, sans avoir besoin de mettre une carte bancaire ou quoi que ce soit. Et puis ensuite, tu as les deux licences commerciales, donc la licence commerciale basique, et puis la licence sponsorship. Et dans les deux cas, tu peux lancer autant de jobs que tu veux. C'est vraiment un prix fixe par an et qui est pas dépendant du nombre de jobs. Simplement la sponsorship en plus ça rajoute donc l'accès au code source et puis du support via Slack directement avec moi si besoin et puis je sais plus, il y a peut-être d'autres choses, mais les deux gros points c'est et puis oui, le logo sur la page d'accueil pour ceux qui le souhaitent. Très important. C'est optionnel parce qu'il y a des grosses boîtes qui ne souhaitent pas avoir leur logo sur les pages d'accueil de projets. J'en connais une. Donc voilà les types de licences, mais le plus important c'est effectivement qu'on peut vraiment aller tester sans no strings attached, entre guillemets, tester ça dans son infra, vérifier si ça répond à un besoin, et puis ensuite passer à la bonne licence quand on a besoin. Runzone, ça s'écrit R-U-N-S, runs-on, normal, .com. Il y a le GitHub aussi, runs-on, sur github.com. Merci Cyril d'avoir expliqué la genèse, le développement, du comment ça marche et du pourquoi de runs-on.com. Tu es le créateur de cette boîte et de cette solution. Ça pourrait faire un autre épisode aussi, ça, sur les solo-entrepreneurs, parce que tu es créateur, on en parlait avant, principal développeur, manager du support technique, tu viens de le dire. Beaucoup de choses à faire, effectivement, mais c'est très intéressant. Ouais. Ça fait des journées bien chargées. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain pour le prochain épisode. On parlera des nouveautés AWS des 2 dernières semaines. Mais d'ici là, comme d'habitude, quoi que vous codiez, codez-le bien.